Le 6 avril 2026, tandis que le monde regardait une mission de sauvetage se dérouler au cœur des montagnes d'Iran, les États-Unis ont mené une frappe simultanée contre un quartier général souterrain de la garde révolutionnaire islamique, près de Téhéran, utilisant des bombardiers furtifs B-2 Spirit armés de pénétrateurs de munitions massives de 30 000 livres. La frappe aurait anéanti le bunker et tué un grand nombre de commandants de la garde révolutionnaire islamique qui s'y abritaient. Ainsi, les États-Unis ont frappé un bunker souterrain qu'l'Iran avait construit spécifiquement pour survivre à des attaques comme celle-ci. Et ils l'ont fait au même moment où ils extirpaient un aviateur blessé des montagnes du Zagros. Après que son chasseur ait été abattu, décortiquons exactement comment cela s'est produit. Pendant que le sauvetage de l'aviateur était en cours, l'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, a ordonné une frappe contre un quartier général de la garde révolutionnaire islamique dans une installation souterraine près de Téhéran. Celle-ci a été menée par des bombardiers B-2 utilisant des pénétrateurs de munitions massives, l'arme utilisée l'année précédente lors de l'opération Midnight Hammer. Fox News a appris que le quartier général avait été anéanti. Ce n'était pas un raid de bombardement aléatoire. Fox News a été informé que l'opération a eu lieu entre les deux sauvetages. Cooper a ordonné aux B-2 de faire des allers-retours depuis la base aérienne de Whitman aux États-Unis, car ils avaient reçu des informations sensibles sur le plan temporel concernant la localisation d'un grand nombre de commandants de la garde révolutionnaire islamique. Dans ce bunker souterrain à Téhéran et les pénétrateurs de munitions massives, les bombes anti-bunker ont été larguées par les avions de guerre B-2. Les bombardiers furtifs B-2 Spirit ont décollé du continent américain, traversant océans et continents, se ravitaillant en vol pour livrer certaines des armes conventionnelles les plus puissantes jamais conçues directement sur un bunker que les Iraniens croyaient impénétrable. De hauts responsables américains ont déclaré à Fox News que, pendant que le sauvetage avait lieu ce week-end, l'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, avait ordonné une frappe contre un quartier général souterrain de la garde révolutionnaire islamique à proximité de la capitale iranienne de Téhéran. Fox News a appris que des bombardiers B-2 avaient été utilisés lors de cette frappe, accompagnés de pénétrateurs de munitions massives, des bombes anti-bunker pour cibler ces installations. Les mêmes armes utilisées lors de l'opération Midnight Hammer. Et on m'a dit par ces hauts responsables militaires américains que le quartier général de la garde révolutionnaire islamique avait été anéanti lors de cette frappe. Trey Inst de Fox a révélé l'histoire en direct à l'antenne. Une source militaire senior a été directe. Une source militaire senior a déclaré à Fox News. Nous avons livré la chaleur à la garde révolutionnaire islamique. Le timing était délibéré. L'appareil militaire et de renseignement iranien s'efforçait de localiser l'aviateur américain abattu. Les convois de la garde révolutionnaire islamique se précipitaient vers les montagnes du Zagros. Toute la structure de commandement iranienne était concentrée sur la capture de ce qui aurait pu être le premier prisonnier de guerre américain. Les États-Unis ont frappé, tandis que l'Iran regardait vers le sud-ouest. Le coup a frappé Téhéran. Dans une déclaration publiée sur X, le CENTCOM a affirmé que la garde révolutionnaire islamique avait été responsable de la mort de plus de 1000 Américains au cours des 47 dernières années et a déclaré que la dernière frappe avait coupé la tête du serpent. Il a ajouté que la garde révolutionnaire islamique n'avait plus de quartier général. Ce n'était pas la première fois que des B-2 étaient déployés dans cette guerre, mais cette frappe avait un poids particulier, car elle a démontré quelque chose que les analystes militaires avaient suivi attentivement. La capacité des États-Unis à exécuter simultanément une mission de sauvetage complexe au cœur du territoire ennemi, tout en menant une frappe de décapitation contre l'infrastructure de commandement et de contrôle de l'ennemi à des centaines de kilomètres de distance. Deux opérations, deux théâtres distincts dans le même pays au même moment. Pour comprendre pourquoi cette frappe était importante, il faut comprendre l'arme qui l'a rendue possible. Le GBU-57 Massive Ordnance Penetrator pèse environ 30 000 livres, soit environ 13 600 kg. Il est conçu pour engager des cibles profondément enterrées et fortifiées, telles que les centres de commandement souterrains, les laboratoires d'armement et les complexes de stockage renforcés. Son revêtement en acier durci permet à l'arme de pénétrer jusqu'à 60 mètres de terre ou environ 200 pieds de roche avant la détonation selon la composition de la cible. Contrairement aux munitions à effet de zone, le MOP est optimisé pour la pénétration cinétique concentrée, suivie d'un effet explosif retardé, maximisant l'effondrement structurel dans les installations souterraines. La guidance est fournie par un système de navigation inertielle assisté par satellite, combinant les mises à jour GPS avec la mesure inertielle interne pour assurer une haute précision contre les coordonnées fixes. Cette architecture permet des frappes précises contre les points fortifiés avec une probabilité d'erreur circulaire limitée, même lorsqu'ils sont largués depuis une grande altitude. En termes simples, cette bombe est une lance en acier de 20 pieds de long avec une tête de charge qui plonge à travers le béton renforcé et la roche, attend d'atteindre la chambre souterraine,
puis se dépouille, s'effondrant tout au-dessus, au-dessous et autour d'elle. Développée par Boeing pour l'armée de l'air américaine, cette arme conventionnelle de 20 pieds de long est transportée exclusivement par le bombardier furtif B-2 Spirit et peut pénétrer jusqu'à 200 pieds sous terre. Le seul avion actuellement certifié pour transporter des MOP opérationnellement est le bombardier B-2, chacun pouvant transporter 2 des bombes massives à la fois. Ce détail est critique. Cela signifie que chaque frappe MOP exige que les pilotes du B-2 fassent des missions aller-retour depuis les États-Unis, à plusieurs milliers de kilomètres, avec plusieurs arrêts de ravitaillement en vol avant même d'entrer dans l'espace aérien iranien. La masse et la capacité de pénétration du MOP permettent la neutralisation de cibles précédemment considérées comme résistantes aux attaques non nucléaires. Lorsqu'il est intégré dans un ensemble de frappes, le B-2 peut s'infiltrer dans des conditions à faible signature, larguer l'arme depuis une altitude et se retirer avant que les réseaux de défense aérienne de l'adversaire puissent réagir efficacement. Avant cette guerre, le GBU-57 n'avait jamais été utilisé au combat. Les bombardiers furtifs B-2 Spirit de l'armée de l'air américaine ont largué des bombes anti-bunker GBU-57B Massive Ordnance Penetrator de 1,430 000 livres sur les installations nucléaires de Fordo et Natan en Iran lors de l'opération Midnight Hammer. L'attaque a marqué le premier usage opérationnel du MOP. Cette frappe de juin 2025 était la répétition générale. 7 B-2 ont volé vers l'est depuis la base aérienne de Whiteman dans le Missouri, transportant 2 MOP chacun à 18h40 à Washington et 2h10 à Téhéran. Le premier bombardier B-2 a largué sa paire de pénétrateurs Massive Ordnance Penetrator GBU-57 sur l'usine d'enrichissement d'uranium profondément enterrée de Fordo. C'était la première fois que ces bombes anti-bunker dites avaient été utilisées au combat. Un groupe de bombardiers furtifs B-2 a voyagé vers l'ouest depuis le Missouri en tant que leurre, attirant l'attention des observateurs d'avions amateurs, des responsables gouvernementaux et des médias, alors qu'ils se dirigeaient vers une base aérienne américaine dans le Pacifique. En même temps, 7 autres B-2 transportant 2 bombes anti-bunker chacun ont volé vers l'est, gardant les communications au minimum pour ne pas attirer l'attention. Le niveau de déception impliqué était méticuleux, une redirection calculée pour assurer que lorsque les bombes tombaient, personne de l'autre côté ne les voyait venir. Maintenant, en avril 2026, ces mêmes armes et ce même avion, le B-2 Spirit, ont été tournés non pas vers des installations nucléaires, mais vers le quartier général de commandement souterrain de la garde révolutionnaire islamique. Les hommes qui dirigeaient la machine de guerre iranienne étaient assis dans une installation conçue pour les protéger d'exactement ce type d'attaque. L'installation a échoué. L'armée de l'air américaine a officiellement accordé à Boeing un contrat de source unique pour fabriquer des bombes massives, Ordnance Penetrator GBU-57 supplémentaires, reconstituant les armes dépensées lors des frappes du B-2 Spirit en juin 2025 sur les sites nucléaires iraniens durcis, y compris l'installation d'enrichissement profondément enterrée de Fordow. Le Pentagone l'a vu venir. Ils ont commandé plus de bombes mois avant d'en avoir besoin, car les cibles allaient toujours être là. Cette frappe n'a pas eu lieu dans le vide. Elle a été l'aboutissement de plus de 5 semaines d'opérations aériennes soutenues contre l'Iran. Une campagne que le Pentagone appelle l'opération Epic Fury. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont déclenché une guerre avec des frappes aériennes surprises sur des sites et des villes à travers l'Iran, assassinant le guide suprême Ali Khamenei et plusieurs autres responsables iraniens, et infligeant plus de 100 victimes civiles. Le coup d'ouverture a visé le sommet même de l'État iranien. Samedi, le 28 février 2026, la structure de pouvoir de la République islamique a subi ce qui était sans doute son choc le plus significatif. Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique, a été tué avec environ 40 commandants militaires seniors lors de frappes américaines et israéliennes à Téhéran. Dans une déclaration, l'armée israélienne a déclaré que ces 40 personnes avaient été tuées en moins d'une minute. Au cours de la première vague de l'opération connue sous le nom de Lion rugissant, certaines des figures les plus puissantes de la vie militaire et politique iranienne ont disparu au cours des premières heures. Le ministre de la Défense et le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique figurent parmi les morts. Lors de l'attaque américaine et israélienne, le ministre iranien de la Défense Aziz Nazirzadeh et le commandant de la garde révolutionnaire islamique Muhammad Pakpour ont été tués par les frappes aériennes israéliennes. Iran International a rapporté que le secrétaire du Conseil de la Défense Ali Shamani avait été tué avec 4 hauts responsables du ministère du Renseignement. L'IDF a déclaré par la suite qu'il avait confirmé les décès de 7 hauts responsables de la sécurité iranienne, dont Shamani, Nazirzadeh et Pakpour. La décapitation de la direction iranienne était systématique. La guerre contre l'Iran en 2026 a fait bien plus que d'intensifier les tensions régionales. Elle a démantelé des couches clés du leadership iranien dans une vague coordonnée de frappes ciblées. Du guide suprême Ali Khamenei
aux planificateurs militaires seniors et aux responsables du renseignement. Au moins 16 personnalités de haut rang ont été tuées, signalant ce que les analystes décrivent comme une stratégie de décapitation visant à perturber la structure de commandement de l'Iran. Les bombardiers B-2 étaient là dès le début. Le 4 mars 2026, le commandement central américain a confirmé que les bombardiers furtifs B-2 Spirit volant depuis la base aérienne de Weizmann, dans le Missouri, avaient exécuté des frappes contre les installations iraniennes de missiles balistiques durcis. Les bombardiers furtifs B-2 Spirit Northrop Grumman ont largué des dizaines de bombes de pénétration de 2000 livres contre les lanceurs de missiles balistiques profondément enterrés iraniens dans le cadre de l'opération Epic Fury. Selon le commandement central américain, les cibles décrites par le CENTCOM correspondent très probablement aux éléments du réseau souterrain de missiles iraniens, souvent appelé ville de missiles. Ces complexes sont excavés dans un terrain montagneux ou organisés comme des systèmes de tunnels reliés aux positions de lancement. Ils sont opérés par la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique pour stocker les missiles balistiques et protéger les véhicules érecteurs transporteurs lanceurs. Le Pentagone a confirmé que les B-2 utilisaient des bombes anti-bunker de 2000 livres lors de leur mission. De plus, l'imagerie des dégâts des bombes collectées par les satellites commerciaux montre que les entrées de certaines des caves de missiles se sont effondrées du jour au lendemain. La réponse de l'Iran a été féroce. En représailles, l'Iran a lancé des centaines de drones et de missiles balistiques contre des cibles en Israël et contre les bases militaires américaines au Bahreïn, en Jordanie, au Koweït, au Qatar, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. La guerre s'est propagée rapidement dans tout le Moyen-Orient. L'Iran a riposté avec des frappes de missiles et de drones contre Israël, les bases américaines et les pays alliés des États-Unis au Moyen-Orient. Et en fermant le détroit d'Ormuz, ce qui a perturbé le commerce mondial, Trump a déclaré aux journalistes que pratiquement tout avait été anéanti et que l'Iran n'avait plus de marine, de force aérienne, de détection aérienne ou de radar après les attaques. Mais la réalité sur le terrain était plus complexe. L'Iran a continué à combattre. Il a continué à lancer des missiles. Et à la 5e semaine, les cieux au-dessus de l'Iran n'étaient pas aussi sûrs que Washington l'avait affirmé. Le 3 avril 2026, quelque chose s'est produit qui a percé le récit de la domination aérienne américaine totale sur l'Iran. L'opération de sauvetage américaine du F-15E en Iran en 2026 était une opération de recherche et de sauvetage au combat menée par les forces armées américaines au début d'avril 2026, ayant apparemment récupéré 2 membres d'équipage d'un F-15E Strike Eagle du 494e escadron de chasse qui avait été abattu par les forces iraniennes le 30 avril 2026 sur le territoire iranien pendant la guerre de 2026 contre l'Iran. Le F-15E a été abattu par les défenses aériennes iraniennes le 3 avril 2026, près de Didasht, dans la province de Kalouya et Ber Ahmed. Les 2 membres d'équipage ont été éjectés en toute sécurité. Le pilote a été rapidement secouru lors d'une opération séparée, mais l'officier des systèmes d'armement, identifié par le président Trump comme un colonel très respecté, a atterri à plusieurs kilomètres de là, dans un terrain plus isolé et élevé. Il a activé sa balise d'urgence, a grimpé une arête raide de 7000 pieds et s'est caché dans une crevasse de montagne, tandis que les forces du corps des gardiens de la révolution islamique et les tribesmen locaux se rapprochaient. La course était lancée. L'officier des systèmes d'armement s'est échappé dans les montagnes du Zagros, tandis que le corps des gardiens de la révolution islamique, l'équipe SEAL 6 et les tribesmen nomades locaux travaillaient à le retrouver. Selon les rapports, les États-Unis ont utilisé une piste aérienne agricole abandonnée à 14 km au nord de la ville de Shahareza, en Isfahan du Sud, comme base d'opération temporaire avancée, tandis que l'Iran offrait une récompense d'environ 60 000 $ pour les informations menant à l'aviateur. Les images des médias d'État montraient des hommes portant des fusils et des drapeaux iraniens se déplaçant entre les montagnes de la région sud-ouest du pays. Des tribesmen nomades bakhtiari armés. Des gens qui connaissent chaque arête et chaque vallée du Zagros ont rejoint les recherches aux côtés des troupes régulières de la garde révolutionnaire islamique et des unités de milices assiégées. Les forces américaines d'élite ont fait la course non seulement contre les forces de la garde révolutionnaire islamique, mais aussi contre les tribesmen nomades bakhtiari locaux, traditionnellement armés de fusils de chasse et familiers du terrain des montagnes du Zagros. La CIA a d'abord lancé une campagne de déception en Iran, affirmant que les forces américaines avaient déjà retrouvé l'aviateur vivant et le déplaçaient au sol pour le retirer du pays. Tandis que les Iraniens étaient confus et incertains de ce qui se passait, l'agence a utilisé ses capacités uniques et exquises pour chercher et trouver l'Américain. Tard samedi soir, le 4 avril 2026, une force spéciale au sol a été insérée à proximité du lieu de refuge de l'officier des systèmes d'armement, non loin du parc national de Kolagazi. L'équipe au sol a été soutenue par des avions de chasse de la force aérienne, fournissant un soutien rapproché et un soutien de drones armés.
Les routes menant à la zone d'extraction ont été frappées et cratérées pour empêcher les forces de réaction iraniennes d'entrer dans la zone d'extraction. Les bombardiers B-1 américains ont largué des bombes de 102 000 livres pendant les opérations de sauvetage pour tenir les Iraniens loin de la zone de sauvetage pendant l'opération. Selon un haut responsable de la défense américaine, des bombes de 102 000 livres, non pour frapper des cibles fixes, non pour détruire les installations, pour tenir les forces iraniennes à distance, tandis que les commandos retiraient un colonel blessé d'une crevasse de montagne. 2 hélicoptères ont été touchés par des tirs d'armes légères provenant des Tribesmen, mais sont restés opérationnels. Certains membres d'équipage d'hélicoptères ont été blessés. Les États-Unis ont annoncé l'opération comme un succès, affirmant que 2 avions de transport spécialisés MC-130 avaient été délibérément détruits à la piste d'atterrissage agricole abandonnée après l'arrivée d'avions de remplacement. Et c'était pendant toute cette opération de sauvetage chaotique, violente et étendue, tandis que les bombardiers B-1 faisaient des tapis de bombes sur les routes d'approche et que les opérateurs spécialisés étaient en échange de tirs avec les troupes iraniennes et les Tribesmen, que le commandant du CENTCOM, l'amiral Cooper, a pris la décision. Il avait des renseignements sensibles sur le plan temporel. Les commandants se rassemblaient dans un bunker souterrain près de Téhéran. L'ordre a été envoyé à la base aérienne de Whitman. Les B-2 ont décollé le 4 avril. Les forces américaines ont réussi à compléter le sauvetage de 2 militaires américains de l'Iran, après que leur chasseur F-15E ait été abattu le 4 avril. Pendant une mission de combat, les militaires ont été safely récupérés pendant des missions de recherche et de sauvetage séparées. Le président Trump a annoncé la nouvelle lui-même suite au sauvetage. Trump a déclaré dans une publication Truth Social: « Nous avons secouru le membre d'équipage du F-15 sérieusement blessé et vraiment courageux, officier de l'intérieur profond des montagnes de l'Iran. » L'armée iranienne cherchait dur, en grand nombre et se rapprochait. C'est un colonel très respecté. Ce type de raid est rarement tenté en raison du danger pour l'homme et l'équipement. Ça n'arrive tout simplement pas. La frappe du bunker sur le quartier général de la garde révolutionnaire islamique, qui a eu lieu pendant ces mêmes opérations de sauvetage, représente le dernier coup et peut-être le plus dévastateur à la capacité de l'Iran à mener cette guerre à partir d'une structure de commandement fonctionnelle. Considérez le coût cumulatif. La liste confirmée des responsables iraniens tués pendant la guerre de 2026 contre l'Iran continue de croître. Des rapports supplémentaires indiquent que 4 hauts responsables sans nom du ministère du Renseignement ont été tués, contribuant à l'estimation d'environ 50 responsables. Depuis le début de la guerre, le 28 février, les coups ont été sans relâche. En tant que plus haute autorité de l'Iran pendant plus de 3 décennies, Khamenei avait le contrôle ultime sur les décisions militaires, politiques et stratégiques. Il a été tué dans une frappe aérienne visant son compound à Téhéran au début de la guerre. Sa mort a marqué la perte de leadership la plus conséquente, soulevant immédiatement des questions sur la succession et la stabilité du régime. Laurajani a émergé comme l'une des figures les plus influentes pendant la guerre, coordonnant efficacement la stratégie de sécurité nationale après la mort de Khamenei. Il a été tué dans une frappe aérienne ciblée à Téhéran. Un politicien vétéran et ancien négociateur nucléaire. Son retrait a créé un vide de coordination significatif au plus haut niveau. Chamani a joué un rôle central dans la défense et la stratégie régionale. Il avait servi dans des rôles militaires et diplomatiques de haut niveau depuis les premières années de la République islamique. Sa mort a supprimé un architecte clé de la politique de sécurité iranienne. Pakpour commandait l'institution militaire la plus puissante de l'Iran et était profondément impliqué dans les opérations régionales. Sa mort représentait un coup majeur à la stratégie militaire externe de l'Iran. Moïse Taba Khamenei a été élu le 8 mars 2026 pour remplacer son père en tant que guide suprême, et la garde révolutionnaire islamique ainsi que les hauts dirigeants iraniens ont promis leur allégeance. À la fin mars, le New York Times a décrit le leadership iranien comme paralysé, avec un processus de prise de décision gravement perturbé. Il a également rapporté que les dommages aux infrastructures de communication avaient causé la paranoïa et les luttes de pouvoir internes. Et maintenant, le quartier général de commandement souterrain de la garde révolutionnaire islamique, une installation construite spécifiquement pour survivre à exactement ce type de campagne de décapitation, a été anéanti. Les commandants qui se rassemblaient à l'intérieur, croyant qu'ils étaient en sécurité, sous des couches de béton renforcées et de terre, avaient tort. La guerre n'est pas finie. Le président Trump a déclaré aux journalistes que la réponse de l'Iran à la proposition de cessez-le-feu était importante, mais pas suffisante. Les attaques américaines et israéliennes à travers l'Iran ont tué au moins 34 personnes, dont au moins 6 enfants au cours des derniers jours. L'Iran a rejeté un cessez-le-feu temporaire,
et a déclaré qu'il avait formulé une réponse aux exigences des États-Unis pour mettre fin à la guerre. Trump semblait fixer une limite mardi pour que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz. Le prix moyen d'un gallon d'essence ordinaire aux États-Unis a augmenté d'un autre 100 lundi, atteignant 4,124 $. Les prix du gaz ont maintenant augmenté de 38% depuis le début de la guerre en Iran. La semaine dernière, le prix moyen a dépassé la barre des 4 $ le gallon pour la première fois depuis 2022. L'Iran continue à combattre. Il continue à lancer des missiles sur Israël. Il continue à bloquer le détroit d'Ormuz. Les commandants du corps des gardiens de la révolution islamique, qui gèrent la guerre et dirigent le pays soutenu par le gouvernement, ont souligné qu'ils ne se rendront pas et n'escaladeront que les attaques à travers la région en représailles. Mais la question demeure, qui exactement reste-t-il pour gérer ce combat ? C'est un régime qui a maintenant perdu son guide suprême, son ministre de la Défense, son commandant en chef de la garde révolutionnaire islamique, le secrétaire de son conseil de la Défense, son vice-ministre du renseignement, le commandant de son quartier général pétrolier, plusieurs commandants de division, et maintenant, selon les rapports, un grand nombre de commandants supplémentaires de la garde révolutionnaire islamique qui se réunissaient dans ce qu'ils pensaient être la salle la plus sûre de l'Iran. L'IDF a déclaré qu'il avait éliminé Mokram Hatimei, commandant d'une unité de missiles balistiques iranienne centrale, dans une frappe aérienne précise dans la région de Kerman. L'armée a déclaré que Haimi était responsable des dizaines de lancements de missiles vers Israël. L'IDF a tué 2 membres seniors du corps de la force de la garde révolutionnaire islamique dans des frappes séparées au cours des dernières 24 heures. Le commandant d'artillerie de la division Imam Hussein, identifié par l'IDF comme Camille Melem, a été tué lors de la première frappe. Lors d'une deuxième frappe dimanche, l'IDF a tué le chef de l'unité des opérations spéciales de la force de la garde révolutionnaire islamique, connue sous le nom d'unité 840, qui est responsable des opérations terroristes mondiales contre les Israéliens, les Américains et les Juifs du monde entier. Le commandant de l'unité Asghar Baghari a dirigé l'unité depuis 2019 jusqu'à ce que la force aérienne israélienne l'assassine dimanche. Dans son rôle, il avait planifié et fait progresser les attaques terroristes pour être menées en Israël même, ainsi qu'en Syrie et au Liban. La frappe B2 sur le bunker de la garde révolutionnaire islamique, le sauvetage de l'équipage du F-15E abattu, les meurtres ciblés continus des commandants de la garde révolutionnaire islamique. Tout cela s'est déroulé le même jour dans la même fenêtre de 48 heures. Les États-Unis ont démontré qu'ils pouvaient retirer un officier blessé d'une crevasse de montagne au cœur du territoire hostile, tout en effondrant simultanément le bunker de commandement, le plus protégé de l'ennemi avec des bombes de 30 000 livres larguées à partir d'avions furtifs, que les Iraniens ne peuvent ni voir ni intercepter. Que ce niveau de destruction contraindra l'Iran à la table des négociations ou ne renforcera que sa résolution reste la question définissante de cette guerre. Pour l'instant, la garde révolutionnaire islamique n'a pas de quartier général, et les hommes qui étaient à l'intérieur le sont.